Le 2 janvier 2026 marque la 4e année et le 313e jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Dans le rapport quotidien, nous voyons aujourd'hui des attaques près de Pokrovsk par des parachutistes russes avec une issue intéressante. Ensuite, nous voyons de nombreux développements de drones, tant du côté russe que du côté ukrainien, et nous voyons également un changement de personnel au sein des forces armées ukrainiennes, ainsi que bien d'autres choses. Ceux qui croient que les chevreuils se mettent exprès devant les voitures, surtout actuellement, pourraient avoir raison, car il semble que cela n'arrive pas seulement avec les voitures, mais aussi avec les drones. Ici, un chevreuil manque une drone ukrainienne de justesse à seulement quelques centimètres. Les théoriciens du complot prétendraient maintenant que les Russes ont dressé le chevreuil pour intercepter les drones afin de minimiser leurs propres pertes. Ils ont vraiment quelque chose avec les quadrupèdes en ce moment. Regardez, une carte agrégée de toutes les frappes aériennes russes en 2025 nous montre d'un seul coup d'œil ceci. À quel point la Russie a massivement intensifié les attaques de missiles et de drones contre l'Ukraine. La répartition apparemment dense et généralisée des impacts à travers tout le pays montre sans équivoque que le Kremlin n'a aucune intention sérieuse de paix. Même à une période où Washington parle déjà de négociations, sans qu'aucun véritable résultat n'en découle. La majorité des attaques les plus violentes surviennent généralement autour des discussions ukrainiennes aux États-Unis. La ville de Pokrovsk a été largement conquise par les Russes. Cela se voit clairement sur la carte de la situation. Nos médias et leurs reporters, souvent non issus du milieu militaire, perçoivent le monde uniquement comme un terrain. Gagner, c'est tout à fait compréhensible, car une guerre se définit aussi par la question territoriale. Cependant, une guerre, surtout si l'on ne se réfère qu'à un seul domaine, est bien plus complexe. C'est bien plus qu'une simple ligne sur la carte qui se déplace plus ou moins rapidement. Les attaques comme celle-ci, notamment la 7e, sont rares. Le 7e corps aéroporté ukrainien reste au nord de Pokrovsk et défend la ville avec la 79e et la 25e. Brigade de parachutistes. Bien qu'il soit une élite de l'infanterie, le combat par drone y est à courant. La mission des dernières heures était de détruire les renforts russes qui tentèrent d'entrer dans la ville par les voies d'accès sud près de Pokrovsk, ainsi que de les anéantir. Toute unité qui tente d'avancer par le nord de la ville. Telles sont les forces. Ici, les Russes, notamment les soldats de la 76e, ont choisi la seconde option. Division aéroportée, qui contrôle actuellement Pokrovsk. En effet, ils ont essayé d'atteindre Rigine par la U0525, donc en gros par cette route-ci. Pour cela, les 104e, 234e et 237e. Des parachutistes ont été sélectionnés pour attaquer en convoi sur des routes visibles. Cependant, la localité est tenue et défendue par des éléments de la 79e brigade de parachutistes du côté ukrainien, comme on peut bien le voir dans la vidéo. Que cela indique-t-il d'autre ? Les Russes ont pris Pokrovsk grâce à la 35e brigade de fusiliers motorisés. Celle-ci est désormais progressivement remplacée par des forces spéciales. On peut alors se demander l'intérêt de tout cela si les deux unités, qu'elles soient fusiliers improvisés ou parachutistes mieux entraînés, adoptent la même tactique d'assaut par une route à découvert. Pour répondre à cette question, j'ai dû regarder d'un peu plus près, et voilà. Le 237e. Le régiment avait déjà été dissous à 80% lors de la bataille de Soumy. Le 234e était aussi impliqué dans le massacre de Boutcha à l'époque, il participe donc à la guerre depuis longtemps. Ici, beaucoup s'engagent eux-mêmes. Le régiment était alors le 234e. Le régiment, à l'époque lors du massacre Révolution. Et ils n'ont été complétés par la suite qu'avec les nouveaux arrivants. Que ce soit une brigade de fusiliers motorisés qui attaque ou une ancienne brigade de parachutistes qui le fasse. Il n'y a alors presque plus de différence au niveau de la formation spécialisée si tout le monde suit une semaine de formation de base et se retrouve ensuite au front, peu importe dans quelle unité. Je pense que chaque personne ici dans les commentaires pourra me le confirmer. Les drones Shahed russes auraient-on des projecteurs infrarouges pour gêner les drones intercepteurs ukrainiens ? L'idée est simple. Le faisceau lumineux doit éblouir les capteurs optiques et caméras des drones intercepteurs ou compliquer leur poursuite. En particulier la nuit et lors de l'utilisation de caméras thermiques bon marché ou de caméras à intensification de lumière résiduelle. C'est une étape classique d'improvisation et cela montre surtout une pression d'adaptation.
Au lieu d'augmenter structurellement la capacité de survie des Shahed, on essaie de perturber la chaîne d'interception ennemie lors de la dernière phase. L'effet sera temporaire. Contre les anciennes drones d'interception, c'est sûrement utile, mais les drones modernes utilisent bien souvent plusieurs capteurs, au lieu d'un seul. Les algorithmes de filtrage ou d'autres angles d'attaque facilitent bien sûr l'interception du drone, ce qui, avec le projecteur de recherche, n'aura pratiquement aucun effet. En même temps, l'émetteur actif rend la drone elle-même plus facile à détecter, et la marque clairement dans l'espace aérien, ce qui favorisera aussi d'autres moyens de défense aérienne. Dans l'ensemble, ce n'est pas vraiment une percée technologique, mais plutôt un autre signe de la rapidité avec laquelle les deux camps dans la guerre des drones se forcent mutuellement à prendre des mesures. On peut aussi utiliser un système de défense aérienne Raven, livré récemment par les Britanniques à l'Ukraine au lieu de drones intercepteurs. J'ai tenté de compter les traces de tir qu'on distingue ici, et elles sont exactement au nombre de 100 trouver de la place pour 100 autres pourrait être difficile. Mais d'un autre côté, on voit aussi qu'ici, à une exception près, ce n'est que des drones qui ont été abattus, et puis un missile de croisière. Les missiles R-73 utilisés par le système proviennent encore, à ma connaissance, des anciens stocks. Tout cela vient en quelque sorte encore de l'époque avant l'effondrement de l'Union soviétique. Elles ne sont pas mauvaises non plus. L'Union soviétique avait des missiles très performants, souvent supérieurs à ceux des Américains. Et même le R-73 n'a été remplacé que par l'AIM-9X et l'IRIST allemand en tant que missile RR performant à courte portée. Cependant, ces armes restent très coûteuses face aux drones, surtout comparées à d'autres moyens d'interception comme une mitrailleuse lourde. Cependant, ce tir coûte moins cher que les dégâts potentiels du drone, un élément à prendre en compte. Selon des rapports du New York Times, Boudanov, jusqu'à présent chef du renseignement militaire ukrainien HOR, aurait été nommé nouveau chef du bureau présidentiel de Zelensky. Boudanov, réputé à Washington pour ses liens, notamment avec les services de renseignement, est cité comme un facteur de confiance pour les partenaires américains, pouvant peser sur la diplomatie et les accords de sécurité. Le chef du bureau présidentiel contrôle le rythme politique, les priorités et la coordination entre les renseignements militaires et les ministères, ce qui en fait un excellent candidat pour ce poste. On entend aussi que Boudanov pourrait être remplacé à la HOR par Ivachenko, lié au renseignement extérieur. À ce stade, il est important de noter qu'Ivachenko n'a pas encore été officiellement confirmé. Mais si cela devait arriver, ce ne serait pas seulement un simple changement de personnel, cela pourrait modifier l'orientation opérationnelle de la HOR. Boudanov incarnait un profil offensif et visible, axé sur des opérations extérieures. Un successeur issu du service classique de renseignement extérieur miserait plutôt sur la collecte clandestine, les réseaux et le renseignement à long terme. Alors que Boudanov, au sein du bureau présidentiel, rapprocherait davantage l'archivage global, l'architecture politique, la conduite de la guerre et la ligne de négociation. En résumé, sa présence au sein du bureau présidentiel serait un signal d'une centralisation accrue et d'une gestion de la politique de guerre et de négociation davantage marquée par les services de renseignement. Un éventuel changement à la tête du HOR montrerait que Kiev réorganise structurellement la direction de ses services de renseignement et ne se contente pas de remplacer des personnes. Personnellement, je suis un très grand admirateur d'Ivachenko et je le considère comme l'un des hommes et des commandants les plus compétents des deux camps. Normalement, pour un chef des services d'Olémis de renseignement, normalement chef du renseignement, il est très compétent et je le considère comme l'un des commandants les plus capables. Il l'applique ensuite de manière encore plus dure et le diffuse ensuite sur tous les fronts. Les drones maritimes armés ukrainiens ont changé l'équilibre des forces en mer Noire. Pour résumer brièvement, les Ukrainiens ont développé, avec Seababy dans la version 1.4, un drone de surface capable d'attaquer principalement les navires russes dans le port. Pour éviter cela, les Russes plusieurs patrouiller en hélicoptère près des côtes de Crimée. C'est aussi très logique car il est assez peu coûteux d'abattre un tel drone avec une mitrailleuse embarquée. De plus, l'hélicoptère peut également s'adapter à un changement soudain de cap du drone et maintenir la vitesse. Mais surtout, le drone ne peut pas se défendre. L'Ukraine a conçu un drone doté de missiles solaires R-73, comme précédemment avec le système Raven. Quelques semaines plus tard, la première destruction confirmée a eu lieu le 31 décembre 2024, si je me souviens bien. Un drone similaire a abattu un hélicoptère Mi-8 près de la Crimée. Depuis, le prototype a été développé et produit en plus grande série. Désormais, les hélicoptères russes se retirent davantage. Chaque utilisation d'hélicoptères contre des drones marins est désormais associée à un risque nettement plus élevé, car même des systèmes sans pilote peu coûteux peuvent agir comme une plateforme mobile de défense aérienne. Les drones navals ukrainiens sont passés d'engins explosifs à des plateformes polyvalentes pouvant embarquer divers armements.
ils continuent d'éloigner les forces navales russes, notamment les hélicoptères, de zones naguère sûres comme Sébastopol. La situation est d'autant plus intéressante car, selon moi, les Ukrainiens tentent de reprendre le contrôle de l'espace aérien au-dessus de la Crimée. Nous avons vu beaucoup d'indices à ce sujet. Et si on sécurisait des couloirs sûrs à l'ouest de la Crimée grâce à des drones pouvant y rester plusieurs heures ou jours? Cela contribuerait alors à ces efforts et pourrait même les faire progresser davantage. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne, l'équipe Al Gore, ainsi qu'au lieutenant-colonel Reneka, Robert Ziller, Ditich et Freddy. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine mise à jour.